Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Imaginez-vous un seul instant de votre vie sans extrait de naissance, sans carte nationale d'identité, sans passeport ni autre document vous permettant de prouver votre lien juridique avec un État. Vous seriez des hommes et des femmes invisibles devant la loi, sans aucune preuve de votre existence, et la vie, je pense, vous semblerait insupportable. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il existe environ 10 millions de personnes dans ce monde qui s'entendent dire qu'elles n'existent nulle part. Elles sont dépourvues de nationalité et ne bénéficient de la protection d'aucun État. Elles sont apatrides. Le Tchad, comme de nombreux pays africains confrontés à cette problématique, ou plutôt au risque d'apatridie avec le retour des Tchadiens de la Centrafrique et d'autres pays voisins. La non-déclaration à l'état civil et l'apatridie, quel impact sur les droits de la personne? C'est le thème de ce plateau spécial. Et pour en parler ce soir, nous avons un très important panel. On va commencer par présenter Monsieur Hector Malonga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur principal chargé de la protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR, c'est bien cela? Exactement, madame. À ma gauche, oui, nous avons une dame, Madame Denise Amindingal. Bonsoir. Bonsoir, madame. On va dire que vous êtes la directrice des affaires juridiques et de la coopération au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Maïnadjo Babarou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur des affaires politiques et de l'état civil au ministère de l'administration du territoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Bakary Sogoba, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le chef de la section protection à l'UNICEF. Alors, le plateau ainsi, les panélistes ainsi présentés pour planter le décor, suivons cet élément sur l'apatridie avant de revenir pour le débat. Je m'appelle Fina. Mon père a disparu quand ma mère était enceinte de moi. Elle a déménagé dans un autre pays que le sien. Et c'est là où je suis née. Malheureusement, la loi du pays où je suis née ne me permettait pas d'obtenir la nationalité de ce pays. Et la loi du pays de ma mère ne lui permettait pas de me donner sa nationalité. Alors, je n'ai eu ni la nationalité de mon pays de naissance, ni la nationalité du pays de ma mère. Je suis sans nationalité. Je suis apatride. C'est comme si je n'existais pas. Je suis venue jusqu'ici avec mon amie Sophie. Elle a pu passer. Elle a une nationalité. Elle a un avenir. Je n'ai pas de nationalité, alors je ne peux rien faire. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas d'avenir. Vous êtes qui? Je m'appelle Bouba, j'ai 18 ans. Je suis né et j'ai grandi ici. Mes parents sont nés et ont aussi vécu ici. Avez-vous une pièce d'identité? Non. Avez-vous un extrait de naissance? Non. Pouvez-vous prouver votre nationalité? Non. Vous êtes qui alors? Vous ne pouvez pas passer. Hé, où vas-tu comme ça? Vous n'existez pas dans le fichier. Vous n'avez aucun droit. Allez-vous-en d'ici. Vous êtes sans nationalité. Vous êtes un apatride. Le pauvre, il est comme moi. Mes parents n'ont jamais songé à m'enregistrer à ma naissance. Je voulais traverser pour aller à l'école, étudier, travailler, posséder une maison, voyager. Mais me voici condamné. Simna
l'instant, vous regardez un plateau spécial sur l'apatridie. On a peut-être brossé un peu ce que c'est à l'introduction. Nous avons également suivi cet élément. Mais monsieur Malonga, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'apatridie? L'apatridie, disons, c'est simplement la condition d'une personne qu'aucun État ne reconnaît comme étant son ressortissant par application de sa loi nationale. Cela veut dire que la personne apatride, c'est celle qui, dans aucun État, on ne pourra dire, dans aucun pays, disons, on ne pourra dire qu'il est ressortissant de ce pays. Du coup, il n'a pas de nationalité. Parce qu'il n'a pas d'acte d'extrait de naissance ou bien simplement parce qu'il n'a aucun lien juridique avec cet État? C'est le lien juridique en réalité qui ne peut être prouvé par aucun moyen, ni par un acte de naissance, ni par aucun document que ce soit qui permette de prouver que la personne a un lien avec l'État. On peut ne pas être réfugié et être apatride? Absolument, c'est-à-dire que dans le cadre de l'apatride, ceci peut être la cause d'une loi qui, telle qu'elle est faite, ne peut pas vous permettre, dans votre situation, de vous réclamer de la nationalité de l'État dans lequel vous êtes ou d'aucun autre État. Et il se trouve que parmi les réfugiés, il y a aussi des apatrides. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui sont en même temps apatrides, mais il y a des apatrides qui ne sont pas réfugiés. D'accord, on va en parler tout à l'heure. D'abord, madame, pour compléter, au Tchad, dans quel cas est-on reconnu apatride? Est-ce qu'on parle d'apatride au Tchad présentement? Si oui, dans quel cas est-on reconnu apatride? Oui, au Tchad, justement, en ce moment, on ne peut pas, en l'absence d'une statistique disponible sur l'apatridie, on ne peut pas affirmer du coup qu'il y a cas d'apatridie ou il n'y en a pas. Mais il peut y avoir risque d'apatridie. Et je vais le justifier parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a au moins 12% des Tchadiens qui sont enregistrés à l'état civil. Donc le 98, le 88% qui ne sont pas enregistrés sont au moins en risque d'apatridie. Et donc nous pouvons supposer qu'en ce moment, il y a assez d'éléments qui montrent que le Tchad est en risque quand même. Il y a assez de personnes en risque d'apatridie au Tchad. Je me tourne donc vers M. Maïnadjo. Déjà, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'état civil? Bien, l'état civil, on peut le définir sur plusieurs formes, mais selon la loi 08 du 10 mai 2013 qui régit, qui organise l'état civil au niveau du Tchad, définit l'état civil comme étant mode de constatation des événements ou des faits et actes intéressant l'état d'une personne. Et ces modes de constatation ont été constatés par un officier d'état civil, conformément à la loi. Bon, on peut définir d'une autre manière, on peut dire que l'état civil est une institution qui a la fonction d'enregistrer différents événements qui constituent et qui modifient l'état de personne. On peut parler, par exemple, la venue au monde d'un nouveau-né, la naissance, le changement de la situation matrimoniale, qui est le mariage, le divorce ou le veuvage, et la mort d'un individu. On parle du décès. Donc, ces institutions qui sont chargées d'enregistrer les naissances sont confiées aux communes et aux sous-préfectures. Ils établissent des actes qui constituent des éléments de preuve de l'état d'une personne, les actes de naissance et les actes d'état civil, de décès et de mariage. Pour le téléspectateur qui est en train de vous regarder aujourd'hui et qui se pose la question de savoir comment se faire enregistrer, dites-lui un peu quel est le process. Le processus légal pour se faire enregistrer. Déjà, pour enregistrer, ça peut être une naissance ou un mariage. Oui, la loi du pays dit que l'enregistrement de naissance est obligatoire. Donc l'individu doit se présenter au niveau d'un centre d'état civil, qui est une sous-préfecture, une commune. L'individu, c'est la dame qui a mis au monde de nouveau-né? Oui. Elle a un délai pour le faire? Oui, c'est le parent qui est habilité à le faire. Ou bien un parent. Il y a un délai, en respectant les délais, bien sûr. En respectant les délais, qui est d'1 mois. D'accord. Qui est d'1 mois.
l'enfant est né, à partir d'un mois, on peut déclarer et immédiatement on lui délivre un acte de naissance. Mais après un mois, il faut transcrire un jugement supplétif. Donc il faut aller au tribunal, avoir un jugement supplétif et le transcrire dans un registre d'état civil. Après un mois, si ce n'est pas fait, il risque d'être apatride. Oui, non, mais il peut le faire avec le jugement supplétif. Ouais. Vous vouliez compléter? Oui, juste pour dire que si après un mois, il n'établit pas l'acte et qu'il n'a pas aussi l'état d'esprit d'établir le jugement supplétif, il peut être vraiment apatride. D'accord. Maintenant, nous avons avec nous, voilà, vous représentez l'UNICEF. Déjà, dites-nous pourquoi aujourd'hui la question de l'apatridie semble importante pour l'UNICEF. Bon, merci. Et avant de commencer, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier par rapport à cette opportunité qui nous est donnée de venir ici pour parler d'un sujet extrêmement important au niveau de l'UNICEF. Vous avez posé la question de savoir pourquoi l'UNICEF pense qu'il est important de participer à ce débat sur l'apatridie. C'est que l'UNICEF est une organisation de protection des droits de l'enfant. Et l'UNICEF pense que dans le contexte tchadien, tel que l'état civil et tel que le taux d'enregistrement avait été présenté tout à l'heure par les représentants des différents ministères, l'UNICEF pense que si on ne travaille pas à booster ce taux, nous allons nous retrouver rapidement dans des situations où beaucoup de personnes seront en manque de cet acte important qui est le passeport à la vie. Et si votre porte d'entrée à la vie, qui doit être garantie par un document qui est l'acte de naissance, si vous n'avez pas ça, crescendo, vous vous exposez à une situation de risque d'apatridie. Que vous soyez tchadien ou que vous soyez quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et vous ne pouvez pas vous appeler tchadien quand vous n'avez pas ce passeport d'entrée à la vie. Et c'est pourquoi l'UNICEF pense qu'il est extrêmement important de participer à ce débat, d'engager le travail de sensibilisation que nous menons déjà depuis longtemps par rapport à l'enregistrement des naissances. Et nous pensons que l'exposition au risque d'apatridie nous donne encore une opportunité de pousser le message très loin pour que les gens puissent se mobiliser et se faire enregistrer. Le fait que cette question soit importante pour l'UNICEF part sûrement d'un constat. Quel est le constat que vous avez par exemple fait sur le terrain ici? Le constat que nous avons fait sur le terrain ici, c'est que le taux d'enregistrement à la naissance au Tchad est en train de tomber, si je peux me permettre les termes. Quand on a fait les enquêtes mixtes en 2010, on était à un taux de 15,9% pour les 0 à 5 ans. Et la même enquête mixte qui a été faite en 2014-2015 démontre que le taux est parti de 15,9% et est venu à 12%. Donc c'est une alerte si rien n'est fait. Malgré les messages de sensibilisation? Oui, malgré les messages de sensibilisation en ce sens que quand on fait les enquêtes mixtes, ça parle de 0 à 5 ans. D'accord. Et les efforts de sensibilisation, on constate que pour le moment, on touche ceux qui ont besoin de l'acte de naissance, soit pour faire le passeport, soit pour faire le concours national, ainsi de suite. Donc ça ne cible pas beaucoup les 0 à 5 ans. Donc ça fait que la sensibilisation n'a pas permis de toucher la vraie cible des enquêtes mixtes. Donc il y a des efforts à fournir toujours. D'accord, on va revenir sur les efforts à fournir. Je me tourne vers vous, Monsieur Malonga. Déjà, quand on parle du HCR, on pense beaucoup plus aux réfugiés. Aujourd'hui, il y a cette question sur l'apatridie. Pourquoi? Oui, en fait, le mandat du HCR en ce qui concerne les apatrides, sur cette question d'apatridie est beaucoup moins connu que le mandat du HCR pour les réfugiés. Évidemment, dans l'acronyme HCR, il y a réfugiés. Donc, du coup, quand on parle d'apatridie, ce n'est pas très connu du grand public. Je voudrais simplement... L'Assemblée générale des Nations Unies a voulu confier le mandat pour la lutte contre l'apatridie au HCR. La raison
peut ne pas paraître évidente, mais en réalité, il y a une raison, et elle est évidente. Et c'est en lien direct avec la question également des réfugiés. En réalité, les réfugiés sont des personnes qui ont une nationalité, mais qui ont perdu la protection de leur pays d'origine. Vous voyez un peu. Les apatrides, eux, n'ont pas de nationalité, donc n'ont pas de protection. Ça veut dire que dans le traitement qu'on va faire d'un cas d'apatride et d'un cas de réfugié, en réalité, en termes de protection, les actions à mener sont similaires de bout en bout. C'est-à-dire que ces personnes-là, réfugiés ou apatrides, ce sont des personnes qui n'ont pas la protection de leur pays d'origine, comme vous et moi pourrions l'avoir du simple fait du lien de la nationalité. Or, les uns, donc les réfugiés, ont la nationalité, mais ont perdu la protection effectivement. Les autres, les apatrides, n'ont pas de nationalité, donc ne peuvent se prévaloir de la protection d'aucun État. Je prends un exemple. Si un apatride, une personne sans nationalité, se trouve en quelque lieu que ce soit, veut avoir un passeport, vers qui ira-t-il? Vous comprenez? Un réfugié qui a fui la persécution de son pays d'origine, par exemple, et si la cause de cette persécution est l'État lui-même, lorsqu'il veut renouveler son passeport, il aura peur d'aller à l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je risque d'aller vers l'agent persécuteur. Vous comprenez? Donc du coup, tous les deux ont un problème, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir un document d'identité qui est un document protecteur. Tous les deux ont un problème, et que prévoit le statut de l'apatride? Disons qu'en ce qui concerne les apatrides, il y a un mécanisme qui a été établi par la Convention de 1954 qui, évidemment, permet que lorsque la situation d'apatridie d'une personne est constatée et reconnue, qu'on puisse leur fournir des documents qui peuvent leur servir effectivement d'identité, de documents d'identité, mais aussi de documents de voyage qui sont en fait des conventions, des titres de voyage. Dans le cas des apatrides, on l'appelle le titre Nansen, en fait, le passeport Nansen. Mais je voudrais surtout revenir un peu plus en arrière parce que le grand public peut-être ne comprend pas trop comment une personne que l'on connaît, qui est née au Tchad, peut être, qu'on puisse dire, qui n'a pas de nationalité. En fait, pour nous, en particulier en Afrique, qui avons une compréhension de la question de nationalité comme étant un peu l'appartenance ethnique ou l'appartenance sociologique, on a du mal à comprendre qu'une personne puisse être sans nationalité. C'est-à-dire que si on dit que vous êtes d'origine, de telle origine au Tchad, pour les gens, vous appartenez à une ethnie qui est au Tchad, donc vous devriez avoir la nationalité. Alors qu'en réalité, dans les États modernes, la question de la nationalité n'est qu'un lien juridique entre un État et un individu. Et la seule possibilité de prouver que vous avez ce lien, c'est déjà d'avoir un acte de naissance à partir duquel vous pourrez vous faire établir d'autres documents comme la carte d'identité nationale et puis le passeport. Vous êtes en train de nous dire que, et je pense que c'est ce que Mme Denise a tantôt dit, les apatrides au Tchad, c'est ceux qui risquent, parce qu'on ne parle pas encore d'apatrides au Tchad, mais on parle de risque d'apatrides au Tchad, ceux qui risquent d'être appelés apatrides au Tchad, c'est simplement ceux-là qui n'ont pas d'acte de naissance ou un document qui les lie à l'État. C'est cela. Oui, il y a l'apatridie de jure et de droit, hein. Ça c'est le défaut dans les lois nationales, mais il y a l'apatridie de facto, c'est-à-dire ça c'est lié singulièrement au défaut de déclaration de naissance. Donc vous risquez d'être apatride, un jour vous vous retrouvez, vous voulez faire un examen, on vous dit prouvez que vous êtes tchadien pour que vous bénéficiez des conditions d'accès à cet examen quand tous les Tchadiens, et vous ne serez pas en mesure de le faire, ça veut dire que votre risque d'apatridie est en train de se transformer en un risque consommé, vous êtes privé d'un droit. D'accord. Merci. Monsieur Maïnedjo, pour le cas du Tchad, est-ce qu'il n'existe pas de divergence quant aux populations à inclure sous le thème générique d'apatridie? Est-ce que les retournés de la RCA, par exemple, sont des apatrides? Est-ce qu'on peut les appeler des apatrides, des Tchadiens retournés de la RCA? Bon, comme disait l'autre collègue, il n'y a pas une étude qui a été faite pour dire que tous les réfugiés revenant de Centrafrique sont des apatrides. Mais sans doute il doit en avoir. C'est la preuve, le HCR et le ministère de l'administration ont organisé
des opérations d'enregistrement de naissance dans des camps de réfugiés. Donc à peu près 80% des enfants de réfugiés ont été déjà enregistrés. C'est avec l'aide de HCR. Donc nous pensons que le travail est en train de se faire pour éviter la patrie. Vous pensez Peut-être juste dire un petit mot au sujet des retournés de la RCA, donc des Tchadiens qui vivaient en RCA parfois pendant des générations et qui sont revenus. En fait, il a été constaté qu'entre 2013 et 2014, on a eu plus de 100 000 Tchadiens qui vivaient en Centrafrique qui sont revenus. Mais lorsqu'on a fait un profilage, on s'est rendu compte que seulement 4% de cette population avait un document d'identité. Le reste n'en avait pas. Ils n'avaient ni un document de la RCA où ils ont vécu quasiment toute leur vie, ni un document du Tchad dont ils sont ressortissants. Donc le risque existe. Mais comme dit monsieur le directeur, effectivement, ce problème a été pris à bras-le-corps entre le HR et le gouvernement. Et présentement, nous sommes en train de fournir l'appui au gouvernement pour que ces personnes puissent avoir une documentation. Mais est-ce que ces personnes sont privées de leur nationalité ou bien simplement il est difficile pour elles de prouver cette nationalité-là? C'est là où le bas blesse? Oui, elles ne sont pas en mesure de prouver. On sait que ce sont des personnes ressortissantes du Tchad, ça c'est clair, mais elles n'ont aucun document pour le prouver. Ça veut dire que si jamais il doit y avoir un examen auquel ils doivent participer, on leur dira apportez-nous un document prouvant que vous êtes Tchadien. Et ils ne sont pas en mesure. Donc il faut tout faire pour qu'ils soient en mesure de prouver leur nationalité tchadienne. C'est pour cela que nous menons en ce moment des campagnes pour pouvoir permettre à ces personnes d'avoir des documentations. Les enregistrer avec l'appui, avec le concours du gouvernement, c'est bien cela. Pour le gouvernement les enregistre avec le concours du HCR. Avec le concours du HCR. Merci pour la précision. On va peut-être aller du côté de la régie pour d'abord regarder cet élément parce que nous avons fait un tour du côté de Gaoui où on a rencontré beaucoup de retournés de la RCA et qui nous ont livré un peu ce qu'elles rencontrent, ce que ces personnes-là rencontrent au quotidien. On va se regarder cet élément et puis on revient juste après pour la suite de ce plateau. Je m'appelle Maman Saleh Abdul Karim. Je suis né au Centrafrique. Mon père il est tchadien, ma mère elle est tchadienne. J'ai résidé au Centrafrique, je suis tchadien. Bon, j'ai remercié Idriss Déby qui nous a amenés. Depuis qu'il nous a amenés, on est là dans le site. Mais ça manque moi beaucoup de choses. Je n'ai pas de papier pour aller chercher le travail. Ma femme elle travaille domestique. D'abord on va nourrir notre enfants. Nous sommes tchadiens. On est nés au Centrafrique. Notre papa est tchadien, maman tchadien. Nous aussi, on est tchadiens au Centrafrique. J'ai des cartes consulaires de l'ambassade de Tchad. J'ai payé ce jour de 14 ans au Centrafrique, ce jour. Moi, merci les problèmes que ça passe là, j'ai laissé les maisons fermées. Tout mon document. On m'a évacué à l'aéroport, on m'a amené en N'Djamena. Ici, là, 7 enfants, il n'y a pas un enfant qui en a d'acte de naissance. Il y a un ONG, sont bien dit, on va nous faire les actes de naissance tchadien, identité nationale tchadien, et jusqu'à présent on attend les ONG là et ne pas venir. Depuis 2015 que je suis venu au Tchad, mais la situation c'est très dur, on est tchadien, mais il n'y a pas d'acte de naissance, on ne sait pas comment vivre au Tchad. Chercher même du travail, c'est avec l'acte de naissance. Même à l'école, on peut aller enregistrer à l'école même, c'est avec l'acte de naissance. Sans acte de naissance, on ne peut pas. On cherche seulement le gouvernement de nous aider à trouver des actes de naissance. Nos parents sont des Tchadiens, 100%. Et on nous a mis au monde là-bas. Toujours nous avons la nationalité tchadienne. Nous sommes revenus dans notre pays, mais nous n'avons pas de papiers. Je voudrais que l'État tchadien pense aux retournés qui sont ici au site de Gaoui. Parce que depuis que nous sommes venus, nous n'avons pas de documents de ce pays, comme identité nationale, acte de naissance. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont là. Parce que de nos sorties là-bas, nous avons perdu beaucoup de papiers. C'est pourquoi nous voudrions que l'État pense quand même à nous. Nous voudrions quand même les documents pour circuler dans ces pays. Omar Abdelkhadir, جينا حرب جابانا من سنتر أفريقيا والحمد لله نشكر الله أول بأول نشكر الله كثير ونشكر رئيسنا إدريس ديبي شالانا بتيارة جابانا لكن هسه حولونا قاعدين في سيت علوم عندنا مدة 3 سنة ما عندنا أوراق كارت دنديتي أو أولادنا كل ما عندهم عبد ليسانس وده الشيء ده مهم زيادة
En tant que citoyen, il faut que tu sois quand même avec tes cartes, tes papiers, tu circules avec là où tu veux, comme tu veux. Et maintenant, je n'ai rien. Donc, j'ai même peur de sortir. Parce que si tu n'as rien, donc tu n'es plus citoyen. Alors, toutes ces personnes ont posé la problématique de la documentation. Est-ce qu'il est facile d'avoir ces papiers au Tchad aujourd'hui, monsieur? Oui, les papiers, les actes de naissance sont disponibles. Il suffit de se présenter au centre d'état civil pour faire sa déclaration et on le transcrit, on le délivre son acte de naissance. Donc, il n'y a pas de complications dans ce domaine. Par rapport aux réfugiés. C'est pour les populations qui peuvent se déplacer comme elles peuvent, mais celles par exemple qui sont sur le site de Gabi qui ne peuvent pas déjà se déplacer. C'est ça, je voulais en venir par rapport au site des réfugiés. Il y a un travail qui est en train de se faire en ce moment. Je crois avec le concours de HCR. Tout récemment, je pense que le HCR avait même fait des commandes de registres. C'était pour pallier à toutes ces situations-là. Je crois que le travail est en train de se faire. Et comme ils l'ont dit dans leur exposé, il y a un organisme qui a promis les amener des actes de naissance. Je sais pas, c'est par rapport à ça. Madame, parlez-nous un peu de la question de la nationalité. Comment fonctionne la nationalité au Tchad? Est-ce que la législation tchadienne est bien généreuse sur la question de la nationalité? Oui, en ce moment, on peut dire qu'elle est vraiment généreuse sur la question de la nationalité parce qu'avant l'adoption de la loi 08, il n'était pas permis aux étrangers. Déjà, pour expliquer aux téléspectateurs, que stipule la loi 08? La loi 08 régit les questions de la nationalité. Comment on peut obtenir la nationalité au Tchad? En fait, c'est la loi sur la nationalité. D'accord. Et donc, avant ça, il n'était pas autorisé. C'était une réforme du système de l'état civil. L'état civil, en fait. D'accord. Il n'était pas autorisé aux enfants des étrangers nés sur le territoire tchadien, par exemple, la nationalité tchadienne. Mais avec cette nouvelle loi, il y a vraiment une grâce. Mais là où il y a vraiment un problème ou une difficulté, c'est le délai pour pouvoir se faire enregistrer. Étant donné que la majeure population est déjà analphabète, disons en quelque sorte, l'information n'est pas passée. Ou la vulgarisation de cette loi n'est pas totalement faite. Et donc les gens ne maîtrisent pas. Mais qui doit vulgariser la loi? Alors voilà, c'est la question qu'en ce moment, mon collègue d'APEG est en train de le dire. Les efforts ont commencé. Mais ça n'a pas, en 2 ans, on ne peut pas tout faire. Le territoire est géant. Donc on a besoin du temps pour mettre le paquet avec les partenaires comme l'UNICEF et le HCR pour pouvoir vulgariser au maximum cette loi et aussi les 2 conventions sur la patrie. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a par exemple un point focal national sur la patrie au Tchad comme ça se fait dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a un réel effort du gouvernement? En ce moment, non. Mais il y a un processus qui est enclenché en partenariat avec le HCR. Depuis un certain temps, on est en train de travailler pour pouvoir même élaborer un plan d'action de lutte contre la patrie. Et donc, ce serait l'occasion de vulgariser au maximum ces 2 conventions avec la loi sur la nationalité. Avec la loi 008 de 2013, les enfants nés au Tchad, par exemple, peuvent bénéficier de la nationalité tchadienne. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est des enfants soudanais? Je pense que cette question a été soulevée à un moment donné. Vous avez des éléments de réponse? Les enfants soudanais? Oui, le problème c'est que les enfants soudanais nés entre 2003 à 2015, ils étaient enregistrés simplement sur de cahier journal. Et donc il va falloir faire la transcription sur le registre pour pouvoir donner maintenant la forme juridique de cette inscription. Bon, le complément que moi j'essaie de donner, il faut dire que la loi 08 a été une loi véritablement révolutionnaire en termes de gratuité, en termes d'universalité, de l'accès à l'enregistrement à la naissance. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes, tout enfant né sur le territoire tchadien a droit d'être enregistré ici et d'avoir l'acte de naissance. Au moins, ça c'est clair. Maintenant, ça facilitera au retour dans son pays de faire la transcription justement comme acte de naissance dans son pays et ne pas être exposé à du risque d'apatridie. Donc, il faut saluer le fait que la loi 08 a créé
ce cadre. Mais ceci dit, sa mise en œuvre est confrontée à beaucoup de difficultés. Je suis d'accord avec le DAPEC qu'il n'y a pas de complications en tant que telles, mais il y a beaucoup de difficultés. Et quand on la voit elle-même, la loi 08, il y a une difficulté intrinsèque à la loi, qui est le délai. Parce que la loi qui a précédé celle de 2013 avait donné un délai de 2 mois. Maintenant, le délai est abrégé. Et la question que les gens se posent, là où on n'a pas pu s'enregistrer rapidement dans un délai de 2 mois, est-ce que dans un délai d'1 mois, on pourra le faire? Et l'autre aspect, nous sommes dans un pays de 1 284 000 km². Ce n'est pas donné à tout le monde d'être à côté d'un centre d'état civil. Cet éloignement crée des difficultés. Et il y a aussi les centres d'état civil eux-mêmes. Souvent, les centres d'état civil sont tellement démunis qu'ils n'ont pas le minimum nécessaire pour leur permettre de faire l'enregistrement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la sensibilisation a beaucoup porté. Depuis la promulgation de cette loi à ce jour, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Mais le risque, c'est qu'on se retrouve dans des situations où les gens sont sensibilisés, ils se mobilisent vers les centres d'état civil, et à l'arrivée, ce n'est pas possible, compte tenu de toutes les autres difficultés que je suis en train d'évoquer. Oui, mais vous parlez de sensibilisation. Est-ce qu'il y a une sensibilisation de proximité? Est-ce que ça s'arrête au niveau des médias ou bien des grandes villes? Est-ce que dans l'arrière-pays où il y a ces personnes qui ne comprennent pas, est-ce qu'on va leur expliquer en leur langue l'importance de se faire enregistrer? Il y a beaucoup de sensibilisation de proximité qui se font. Par exemple, dans le cadre de nos activités au niveau de l'UNICEF, nous avons fait le tour des régions comme le Mayo-Kébi Est et les régions du lac, la région du lac. Vous allez dire pourquoi le Mayo-Kébi Est et le lac. Si le taux d'enregistrement à la naissance est bas au Tchad, tu vas constater que le Mayo-Kébi Est et le lac sont encore, leur taux c'est encore plus bas. Au moment où on parle de 15% en 2010, le Mayo-Kébi Est et le lac avaient 6%. Donc nous avons été dans différentes localités là-bas. On est parti au-delà même de la sensibilisation. On a organisé de véritables dialogues communautaires qui consistaient à faire des débats avec les communautés par rapport à toute la problématique. Non seulement on donne la sensibilisation, mais aussi en retour, on essaie d'écouter les communautés, quels sont leurs points de vue, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne se bousculent pas au portillon pour aller se faire enregistrer. Mais c'est un travail de sensibilisation de longue haleine. Ça va toujours prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais vous avez quand même souligné tout à l'heure certaines pesanteurs. Pensez-vous qu'il faille améliorer cette loi-là pour plus d'efficience? Je pense que par rapport à l'amélioration de la loi, il y a un processus en cours en la matière. En collaboration avec le gouvernement, on est arrivé à un point où on dit qu'il faut une véritable réforme du système d'état civil. Et cette réforme du système d'état civil passe par une évaluation globale de tous les systèmes. Et cela a été encouragé par l'Union africaine auprès de tous les pays africains. Et je crois que le Tchad aussi est en train d'emboîter les pas pour faire cette évaluation globale. Et cette évaluation globale va concerner tous les éléments que je viens de citer. L'environnement légal, ça va concerner les services d'état civil, les services en termes de matériel, les services en termes de ressources humaines. Et ça va concerner toujours la sensibilisation des populations. La sensibilisation. Sensibiliser, encore sensibiliser. Je viens à vous, M. Menedjo. Il faut souligner que vous êtes le directeur des affaires politiques et de l'état civil du ministère de l'administration du territoire. Tout à l'heure, M. Bakary a soulevé beaucoup de questions, mais surtout des pesanteurs dans voilà, le processus même de la mise en pratique de cette loi-là. Est-ce que vous prenez des dispositions, par exemple, pour que le matériel soit acheminé un peu partout, pour que tout le monde puisse se faire enregistrer? Qu'est-ce qui est véritablement fait pour que chaque Tchadien puisse déjà voir son acte de naissance? Comme il le disait, quand même, il y a des efforts qui sont en train d'être déployés. Et comme on l'a dit, en ce moment, la loi a innové la gratuité des actes de naissance. Donc, le ministère, le gouvernement met à la disposition des centres d'état civil des registres gratuitement pour pouvoir
permettre à toute la population de s'enregistrer. Donc, par rapport à la campagne, parce que la population ne comprend pas jusqu'à présent l'utilité de l'état civil, donc il y a une campagne de sensibilisation qui est en train d'être menée avec nos partenaires UNICEF et avec l'Union européenne également. Parce que l'Union européenne, dans son programme d'appui à la bonne gouvernance, a choisi 3 zones pilotes. 3 zones pilotes, il y a le Mandoul, le Guéra et le Bata, pour expérimenter leur appui par rapport à l'enregistrement de naissance. Est-ce que le taux va être élevé ou va être diminué? Donc, il y a une campagne de sensibilisation, il y a des contrats qui ont été signés avec des acteurs non étatiques qui sont en train de mener des campagnes de sensibilisation dans ces zones-là. Donc, nous pensons qu'en ce moment, ces zones, il y a une amélioration dans l'enregistrement de l'état civil. Donc, l'effort est en train d'être déployé, nous pensons. Parlez-nous un peu davantage de cette campagne de sensibilisation. Vous parlez d'une campagne de sensibilisation. Qu'est-ce qui est véritablement fait? Vous parlez, c'est juste des messages en français et en arabe, parce qu'il faut aussi intégrer la langue arabe dans vos campagnes. Oui, c'est des acteurs non étatiques qui sont bien expérimentés dans le domaine. Ils mènent des campagnes sur l'utilité de l'état civil, sur l'utilité de se faire enregistrer, d'avoir des documents d'état civil. Donc, ils sont en train de mener ces campagnes-là dans ce domaine pour expliquer à la population, si vous ne vous faites pas enregistrer, voilà les conséquences. Donc, je crois que c'est dans le domaine de la loi, qu'est-ce que la loi a dit et qu'ils sont en train de mener cette campagne-là. Et sur le terrain également, par exemple, dans l'arrière-pays, beaucoup ne comprennent pas. Ici, à N'Djamena, on va dire que se faire enregistrer, c'est gratuit. Mais maintenant, il y a qui vont relayer l'information que non, c'est pas gratuit parce que derrière, on va vous demander 1000 francs, 2000, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un suivi? Oui. Vous faites un suivi, votre département? Oui, c'est vrai, il y a un problème. On a toujours reçu ces échos-là. Mais nous sommes en train de faire le suivi. Tout dernièrement, nous avons effectué une sortie vers le nord dans le cadre du suivi de l'application des textes. Vous étiez dans quelle localité? On a été au Kanem, on a été au Barigazal et au Hadjar Lamis. Et la mission va s'étendre dans le sud également. Donc on a produit des rapports qui, à notre hiérarchie, sans doute des mesures vont être appliquées à ceux qui ne respectent pas la loi. D'accord. On revient à vous, Monsieur Malonga. Que fait l'UNHCR face aux milliers de personnes à risque d'apatridie au Tchad? J'aimerais peut-être dire déjà ce que fait l'UNHCR en général en raison de son mandat. En fait, ce mandat est basé sur 3 piliers essentiels. Donc, le premier pilier est l'identification, c'est faire l'état des lieux, de l'étendue, l'ampleur du phénomène, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Une fois qu'on sait quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, on va essayer de faire de la prévention et de la réduction. Si vous avez les causes, vous pouvez les prévenir. Si vous avez les conséquences, vous pouvez également réduire. Donc, vous pouvez, donc ensuite, il y a la protection aussi en soi. Si jamais l'identification a prouvé qu'il y a des cas d'apatridie sur place, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour que ces personnes soient protégées. Ici, au Tchad, plus précisément, avec l'appui à des fonds que nous avons reçus de l'Union européenne, nous avons pris à bras-le-corps la situation des retournés tchadiens de la Centrafrique. Présentement, pour aller droit au but, nous avons déjà aidé le gouvernement à enrôler biométriquement environ un peu plus de 7000 Tchadiens retournés de la Centrafrique qui ont besoin justement de documents d'identité. Et très bientôt, nous passerons à 11 000 autres qui vont être enrôlés biométriquement, ce afin de leur faire bénéficier des cartes d'identité. Donc voilà un peu la mesure concrète, je pourrais dire, en ce qui concerne nos activités ici au Tchad. Mais pour ce qui est du Tchad, quand on parle des risques d'apatridie, c'est simplement les retournés de la RCA. Quel serait par exemple, on a cité également le fait qu'il n'y ait peut-être pas, qu'on n'ait pas un acte de naissance. Quelles pourraient être d'autres causes pour ce qui est du Tchad? Oui, pour ce qui est du Tchad, il est vrai que, je veux dire, une bonne étude de l'étendue du phénomène nous permettrait de mieux savoir quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Y a-t-il des apatrides? Y a-t-il des groupes à risque d'apatridie? Pour le cas des retournés de la RCA, on sait que c'est un groupe à risque d'apatridie, donc il a fallu aller vite, en quelque sorte. Mais en réalité, ce que nous faisons
c'est également de vulgariser les conventions, les deux conventions sur l'apatridie, c'est de pouvoir, toutes les fois que cela est de besoin, donner tous les conseils techniques au gouvernement en raison de notre, je vais dire, de notre mandat, pour que l'on puisse réduire les cas, les risques d'apatridie et prévenir aussi le fait qu'il se pourrait que d'autres groupes, comme les retournés de la RCA, peuvent être exposés au même problème. Au Tchad, le HCR travaille avec quel ministère? Bon, disons que notre ministère de la ligne que nous suivons, toutes les agences essayent de travailler avec un ministère en particulier, mais en réalité on travaille avec tout le gouvernement. Mais le ministère avec lequel nous travaillons, c'est le ministère de l'administration du territoire, et en particulier nous travaillons avec la Sénat pour toutes ces questions. Dans votre campagne, il y a aussi une campagne lancée par le HCR. Vous nous en parlez un peu sur l'apatridie, I Belong. Oui, disons que le HCR a lancé une campagne pour la réduction de l'apatridie à l'horizon 2024. Donc, c'est très ambitieux peut-être, mais ce n'est pas irréaliste. Ce n'est pas irréalisable. Donc, nous comptons, avec l'appui de mobiliser toute la communauté internationale. On est juste le catalyseur, j'allais dire. Mobiliser toute la communauté internationale pour qu'à l'horizon 2024, on en vienne à bout de ce phénomène qui est un phénomène très disons, déplorable. Donc vous croyez au rêve? Vous êtes sûr que d'ici à 2024, il n'y aura plus d'apatrides? Disons que nous avons des plans d'action et nous avons une stratégie et nous, de façon réaliste, nous essayons de nous fixer des objectifs. Nous sommes en train de nous acheminer comme ça vers la fin de ce plateau. Du côté de l'UNICEF, qu'est-ce qui est concrètement fait pour accompagner les efforts du gouvernement sur cette question? Bon, merci de m'avoir posé cette question. DAPEC faisait allusion tout à l'heure à l'enregistrement des naissances dans 3 régions, qui sont les régions pilotes. L'UNICEF est dans la région du Bata, dans ce cadre. Et après le travail de sensibilisation, le renforcement des capacités et la mise à la disposition du minimum en termes de matériel, nous avons pu identifier quelques 50 000 qui vont, Dieu merci, bénéficier de leur acte de naissance. Et la deuxième chose que l'UNICEF est en train de faire avec le gouvernement, nous avons fait le plaidoyer auprès d'eux et finalement ils viennent de prendre l'engagement de lancer l'évaluation globale. Comme je le disais tantôt, de notre point de vue, on ne peut pas changer fondamentalement le système d'état civil au Tchad sans passer par une évaluation globale. Et je pense que c'est à cette occasion que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, les études, les diagnostics sans complaisance peuvent se mener. Et par conséquent, à la suite de ça, des recommandations fortes vont être faites pour changer la chose. Et j'imagine que cela va beaucoup contribuer d'ici l'horizon 2024 à faire changer les choses du côté de l'apatridie aussi, Inch'Allah. Inch'Allah 2024. Et du côté du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, on va rappeler que vous êtes la directrice des affaires juridiques et de la coopération. Qu'est-ce que vous faites volontairement? Est-ce qu'il y a une réelle volonté affichée de mettre un terme à ce risque d'apatridie au Tchad? Oui, je peux l'affirmer. Parce que quelle est donc la batterie de mesures que vous avez prises de votre côté? Je crois que c'est depuis juillet 2016 qu'on a eu le contact avec le HCR pour la première fois pour échanger autour de cette question. Et depuis lors, nous n'avons cessé à l'interne comme avec eux d'échanger sur cette question et nous avons commencé déjà à élaborer un plan d'action que nous pensons terminer ou présenter à la fin de ce mois-ci même au HCR pour que ça puisse aboutir en réalité sur une stratégie de lutte ou de l'élimination de l'apatridie ici en Europe. Voilà un peu. Donc nous sommes vraiment emballés, sinon, disons, motivés pour pouvoir lutter contre ce mal, on peut dire, parce que c'est une violation des droits humains. D'accord. Et maintenant, on va peut-être finir avec vous. On a parlé tout à l'heure de 15%. Il y a quelques années, nous sommes redescendus à 12%. Si être tchadien est un label, comment feriez-vous de votre côté pour le promouvoir? Oui, donc comme nous l'avons dit, nous sommes en train
d'engager des actions pour redresser cette situation-là. Parce que sans doute, c'est une réalité, il faut reconnaître. Après les soubresauts que notre pays a connus par le passé, le système d'état civil a pris un coup sérieux qui a déstabilisé un peu son fonctionnement. Et c'est dans ce sens que des actions sont en train d'être prises pour remédier à cette situation dont le collègue de l'UNICEF a parlé, l'évaluation du système d'état civil du Tchad, qui va démarrer bientôt parce que le comité est déjà mis en place. Cette évaluation permettra de définir ou bien d'évaluer les forces et les faiblesses de notre système et de dégager des priorités pour une amélioration durable. Donc nous allons nous atteler à ça et avec le concours de nos partenaires. Déjà le comité de pilotage est mis en place et bientôt il y aura l'arrivée des experts. Et nous allons travailler sur ça pour remédier au fonctionnement du système d'état civil au Tchad. Mais là, vous êtes encore dans la théorie. Je pense que pour les retournés qui nous regardent ce soir, surtout ces personnes qui sont rentrées, qui sont du côté de Gaoui, qu'est-ce que vous leur dites de concret véritablement? Je sais qu'il y a un comité qui a été mis en place de ce côté-là pour l'enregistrement des naissances ou bien pour permettre à ces personnes qui sont déjà sur le site d'avoir leur acte de naissance avec la PLFT, le gouvernement tchadien, l'UNHCR. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait? Pas seulement du côté de Gaoui, parce qu'on sait que les retournés, il y a beaucoup d'autres sites. Voilà, pour ces personnes-là, pour ces personnes qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que vous leur dites de concret? Oui, c'est que nous les assurons que des démarches sont en train d'être prises avec nos partenaires pour pallier à cette situation. Bien c'est sûr, dans les prochains jours, des registres vont être déployés sur leur terrain pour pouvoir les enregistrer. Donc je crois que le travail est en train de se faire dans ce sens. D'accord. À moi, c'est peut-être si le collègue... Oui, il va terminer. Oui, il va conclure en terminant. Déjà, à vous entendre ou à vous suivre, je pense que l'apatridie n'est pas un problème aigu au Tchad, mais les risques semblent quand même se poser. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? L'apatridie, c'est vrai, vous l'avez défini tout à l'heure, cause également. Quelles pourraient être les conséquences? Les conséquences pourraient se résumer en un mot, privation. C'est-à-dire que si vous tombez dans l'apatridie, si votre risque d'apatridie se réalise, il est certain que vous serez privé de vos droits civils, vos droits politiques. Vous serez privé aussi de vos droits socioculturels. Concrètement, je peux dire qu'un apatride ne pourra jamais voter, donc ne pourra pas participer à orienter la société, ne pourra pas, à certains égards, se présenter à un examen, par exemple. Et ce qui est pire, c'est que si vous êtes apatride et que vous voulez vous marier, vous risquez d'être confronté tout simplement au fait de ne pas être en mesure de fournir un dossier, le dossier qu'on vous exige à la mairie parce que vous n'avez pas d'acte de naissance. On ne peut pas dire qui vous êtes en quelque sorte, même si par ailleurs les gens vous appellent d'un nom que tout le monde connaît, mais vous ne pourrez pas fournir un document. Vous comprenez? Donc c'est une situation dramatique dans laquelle on souhaiterait que personne ne tombe. Et en ce qui concerne le Tchad, je pense qu'un mouvement s'est créé, une collaboration est faite entre le gouvernement et les agences des Nations Unies. Je pense que si l'on va dans ce sens, on va avoir de bons résultats. Merci. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. On va d'abord dire merci à M. Bakary. M. Bakary, chef de la section protection à l'UNICEF, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, M. Maïnadio Babarou, directeur des affaires politiques et de l'état civil au ministère de l'administration du territoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Mme Denise Amindigal, d'avoir fait le déplacement également pour ce plateau. Vous êtes la directrice des affaires juridiques et de la coopération au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et enfin, merci à vous, M. Hector Malonga, administrateur principal chargé de la protection à l'UNHCR.
Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation au thème de ce plateau. Chers téléspectateurs, nous reconnaissons tous que le monde a encore bien du chemin à parcourir avant que le droit à la nationalité ne soit garanti. La nationalité, on l'a dit, est le fondement principal de notre identité. Et si la patrie est créée par l'homme, elle est donc relativement simple à résoudre et à éviter. Tout simplement en prenant le relais, vous, chers téléspectateurs, en sensibilisant autour de vous sur l'importance de déclarer les enfants à la naissance et en apportant un soutien individuel à chaque personne affectée, nous avons l'opportunité, comme jamais auparavant, de nous attaquer à cette injustice. Bonsoir.